seconde, bienvenue pour cette seconde soirée de notre cycle dédié donc aux questions des liens sociaux. Le sujet de ce soir concerne donc les technologies du numérique. Pourquoi ce choix? D'abord un constat, le numérique s'impose maintenant dans tous les domaines, tant privés que publics. Les robots agissent comme nous, les chatbots parlent comme nous, les bases de données s'approprient nos vécus, les algorithmes nous régissent, l'intelligence artificielle dit réfléchir mieux et plus vite que nous. D'accord, les applications de ces techniques sont prodigieuses, mais il y a une conclusion qui s'impose, c'est que nous sommes devenus les objets d'une numérisation systématique de nos relations humaines. Et du coup, des ombres apparaissent et sont déjà apparues. Des réseaux sociaux, nous le savons, dérégulés, favorisent l'entre-soi, des fractures sociales, des mouvements de haine, des vérités alternatives, comme on dit. Ils permettent des délocalisations, l'ubérisation des tâches, la sous-traitance à moindre coût humain. Ils génèrent aussi des comportements addictifs. Les agents conversationnels diffusent partout, non seulement au téléphone et sur les plateformes d'entreprise, mais dans les foyers avec Siri, Alexa. L'intelligence artificielle permet la reconnaissance faciale et vocale au risque de nous espionner. Elle s'invite dans les bureaux d'embauche, de sélection des étudiants en université, dans les services de police ou de justice, en médecine et bien ailleurs encore, au risque de prétendre pouvoir imposer sa vérité, ou au contraire de nous mentir et nous manipuler et remplacer des décisions humaines. On nous prépare un métavers, on nous offre des avatars, même des avatars de personnes défuntes pour continuer à converser avec elles. Au Japon, des hommes célibataires peuvent se marier avec un avatar. Que devient l'humain? Devient-il l'otage des algorithmes? Alors, ces questions sont devenues assez préoccupantes pour qu'en France, un Conseil national pilote d'éthique du numérique se soit saisi d'elles et émis des préconisations pour les gouvernants, les industriels, les citoyens, il y a à peu près un an. Il est même pionnier dans ce domaine, mais sera-t-il entendu? Pour nous éclairer, nous avons invité M. Bruno Dufay. Vous êtes docteur en intelligence artificielle, vous enseignez à l'ICEP et à l'Université de Saint-Quentin. Vous avez été cadre dans des entreprises du numérique de niveau international. Vous êtes également passionné de sciences humaines et engagé dans le monde associatif pour des réflexions éthiques et politiques. Vous participez notamment au réseau international optique. Vous collaborez avec Eric Salobir, un dominicain, membre du Conseil national du numérique à Paris et consulteur auprès du Saint-Siège. Et vous avez notamment publié L'individualisme hyperconnecté en vous demandant si cela ne nous conduit pas à un possible totalitarisme. Autant de cartes en main pour nous aider à discerner les défis et les enjeux du numérique. Et puis on peut le dire ici, vous êtes aussi un fidèle follower de Teilhard de Chardin. Oui. Merci d'avoir accepté notre invitation. Oui, c'est une bonne expression, follower de Teilhard de Chardin. Je ne l'avais pas encore entendu, mais bon, effectivement, je fais partie de l'association des amis de Teilhard de Chardin.
Je suis très passionné par cette pensée et je collabore également à la construction du centre Teilhard de Chardin qui va très prochainement ouvrir ses portes sur le plateau de Saclay, à côté de Paris. Le plateau de Saclay, c'est là où on a réuni toutes les grandes écoles et les centres de recherche les plus cotés de France. Et donc, ce centre Teilhard de Chardin est au cœur du plateau et sera là pour aider à ce que on puisse parler ensemble. Les scientifiques de différentes disciplines, les scientifiques avec les sciences humaines, avec les philosophes, avec les religions, parce que voilà, on a ce sentiment que ça manque de lien. Et donc, je suis très heureux d'être ce soir avec vous sur ce sujet du lien social, parce que pour moi, c'est le plus crucial et plus que jamais. On sent que notre société se fragmente, que les gens ont du mal à parler ensemble, que très vite, on en arrive à de la violence, à des agressivités qui fait que chacun repart. Et puis, bon, il n'y a plus d'échange. Donc, pour moi, le lien social est vraiment l'affaire importante. Ça a toujours été, dans toute société, ça l'est, mais aujourd'hui, 2022, j'ai le sentiment que en France et dans beaucoup de pays, hein, il n'y a pas que chez nous, cette question du lien social est vraiment, vraiment la plus importante, si je puis dire. Voilà. Donc, merci de m'avoir invité et on va évidemment pas parler du lien social en général, mais sous projecteur du numérique. Parce que le numérique est quelque chose de passionnant. Vous le disiez, il a envahi nos vies. Mais moi, ce qui me frappe toujours, on ne le dit pas suffisamment, c'est la vitesse à laquelle les choses se sont faites. Donc, c'est déjà une première chose qu'il faut bien avoir en tête. C'est la première fois dans l'histoire de l'humanité qu'une techno se diffuse aussi largement sur la planète Terre auprès d'un nombre de gens aussi grand pour envahir les espaces privés, professionnels, enfin tous les espaces qu'on peut imaginer si vite. C'est quelque chose de faramineux. Et il faut, je pense, réaliser que cette vitesse est une partie des problèmes que vous souleviez, c'est-à-dire face à quelque chose qui arrive si vite, bah, on se sent un peu démuni. Vous voyez, c'est un nouveau jouet qui arrive. Et comment on va faire? Comment l'utiliser? Quels sont les bons usages et les mauvais? Et on est un peu perdu. Tous, nous hein, mais les technophiles, aussi bien que les dirigeants politiques, que les dirigeants des grandes entreprises du numérique, tout le monde est un peu surpris. Même les dirigeants des grandes entreprises du numérique sont parfois surpris de voir comme leur produit a pu avoir des impacts sur les gens, a pu avoir des usages auxquels ils n'avaient même pas pensé. Donc voilà, c'est un premier point que je voulais dire en introduction, cette vitesse absolument jamais vue dans le passé. Deuxième élément qui me paraît frappant, c'est que souvent on réfléchit aux techno dans des termes relativement anxiogènes, où on se dit, oulala, il y a là derrière des tas de dangers, c'est beaucoup de risques, ça va nous embêter, ça va transformer les conditions de vie en société, dans les entreprises, etc. etc. Et je crois qu'il y a une chose qu'on oublie souvent, c'est de réfléchir aux bénéfices et de voir un peu, vous savez, c'est toujours pareil, hein, cet équilibre bénéfice-risque.
de voir un peu comment il évolue. Donc c'est un peu ça que je vais essayer ce soir, c'est de vous montrer les deux côtés de la médaille. C'est jamais ni tout blanc ni tout noir, on le sait, et vous prendrez après le temps pour réfléchir à tout ça et vous faire votre idée personnelle. Bien, je ne suis pas là pour vous faire un cours théorique et j'espère rendre les choses assez pratiques. S'il y a des choses qui vous paraissent obscures, que vous ne comprenez pas, n'hésitez pas à m'interrompre et puis on prendra une question ou on reviendra sur un élément. Je suis sûr que dans ce que vous avez dit, Jean-Marie, il y a déjà des tas de mots qui sont passés là. Je ne suis pas certain que tout le monde les connaisse si bien que cela en détail, mais c'était voulu, un peu provocateur. Hein. Bon, alors, donc première chose, la vitesse. Deuxième chose, c'est s'interroger, mais pourquoi c'est allé si vite? Et pourquoi ça a imprégné comme ça la société de haut en bas, de fond en comble, de gauche à droite, droite à gauche? Eh bien, vous savez que dans les théories qu'on étudie dans les écoles hein, sur l'évolution des technologies, on dit toujours qu'il ne faut pas croire que les technologies changent les gens et que les technologies changent les sociétés. Une techno ne fonctionne que s'il y a des gens pour les acheter et pour les utiliser. Donc, je vais, dans un premier temps, vous montrer un peu les évolutions sociologiques qui ont conduit au succès des technos du numérique. Parce qu'on ne peut pas faire l'économie de voir que nous étions en attente de quelque chose et c'est arrivé à point nommé. Donc, commençons par cette première partie qui consiste à voir comment les sociétés ont évolué au point que parfois le lien social commençait déjà à se déliter avant même que les technos étaient là et venaient faire quoi que ce soit. Donc, ces évolutions sociologiques sont extrêmement intéressantes à observer sur une longue période de temps. Et le mot-clé qui traverse toute l'évolution sociologique, depuis l'Antiquité jusqu'à aujourd'hui, c'est individualisme. Alors, pas dans le sens simpliste de la vie de tous les jours, individualisme égale égoïsme. Non, dans le sens des sociologues. Les sociologues, quand ils emploient ce mot, disent que nous sommes en recherche de notre individualité. Nous voulons exister par nous-mêmes. Et ça, c'est un point extrêmement important, je crois, à bien saisir, c'est que, indépendamment des technos, nous sommes en quête d'individualité. Nous voulons exister en tant que personne. Vous savez, dans le temps, alors je prends très très lointain, hein, les tribus. Bon, les tribus, c'était un petit collectif, et puis tout le monde fonctionnait pour la tribu. Il n'était pas possible de dire « Ah non, moi, je ne suis pas d'accord, je vais aller faire ça à côté. » Non, non, non. Tu fais partie de la tribu, ou bien alors, tu disparais. Ensuite, les sociétés se sont constituées. On voit apparaître dans l'Antiquité des sociétés qui sont encore extrêmement concentrées sur elles-mêmes, qui empêchent l'individu de pouvoir s'émanciper parce que tout est bien contrôlé. Alors, on pense à la monarchie, par exemple. On a, dans l'histoire, vécu de longs siècles dans des sociétés qui étaient contraignantes pour les individus. Ça veut dire que le collectif était premier et l'individu, il faisait ce qu'il pouvait pour suivre. Et puis, il n'y avait pas trop droit au chapitre. Ça a été quand même pendant 2500 ans. C'est pas rien. Qu'est-ce qui se passe ensuite? Eh bien, après, il se passe que les Grecs, déjà, ont commencé à montrer qu'il fallait penser par soi-même. Donc, il y a déjà des petites graines où on sent que l'individu n'a plus envie que simplement
on lui dise, bah, toi, tu dois penser comme si, moi, j'étais charpentier, bah, toi, mon fils, tu seras charpentier, et puis toi, tu dois te marier avec la fille du voisin, ou parce que ça fera un truc, bon, etc. Tout ça, ça a vécu pendant des siècles, des siècles. Et puis, petit à petit, au cours de l'histoire, on voit que l'individu cherche à s'émanciper, c'est-à-dire à se détacher de ces sociétés que nous appelons, alors il y a un mot, je ne sais pas si vous l'aimez, enfin bon, holiste, H-O-L-I-S-T-E, c'est le mot-clé qui décrit toute cette première partie de l'histoire où le collectif est premier et l'individu il doit faire ce qu'on lui dit. Bon. Et puis ensuite, on voit apparaître, au-delà des Grecs, on voit apparaître un personnage qui s'appelle Jésus. Et Jésus donne à la personne humaine sa vraie valeur. C'est un tournant dans l'histoire. Alors évidemment, il faut des siècles pour que la valeur de l'humain soit reconnue, mais en tout cas, il dit arrêtez, les humains ne sont pas des numéros, et puis on en tue, on en fait ce qu'on veut. Non, la personne humaine a une valeur divine. C'est extrêmement important dans l'histoire de la sociologie. Et puis ensuite, on a évidemment la Renaissance, on a les Lumières, et puis arrive le 19e siècle, arrive le 20e siècle, et à chaque fois, si vous regardez bien, je ne veux pas vous faire toute l'histoire décennie par décennie, ce serait trop long, mais vous voyez une ligne qui se dessine, qui est très claire, qui est l'émancipation de l'individu qui grandit, et à un moment, l'équilibre holiste dont je parlais, le collectif premier et l'individu il suit derrière, bascule. L'individu devient premier, il est puissant, il veut être respecté dans ses singularités, et le collectif, il fait ce qu'il peut pour ramer derrière, pour essayer de répondre aux exigences de l'individu. Bon, je vous ai fait en 5 minutes une histoire qui tient sur 2500 ans et qui, évidemment, occupe des piles de livres de tas de gens extrêmement érudits qui ont étudié ça. Mais ce que je vous dis est assez partagé par tous les sociologues et les historiens aujourd'hui. Moi, ma surprise, c'est qu'on n'en parle pas beaucoup finalement. Cette bascule de la société holiste vers la société individualiste, on la ressent tous, mais on n'en parle pas beaucoup. On n'en prend conscience que par petites bribes. Et ça, c'est quand même extrêmement surprenant parce que ça explique beaucoup de choses. Alors, les liens sociaux. Bon, alors, on va prendre 2 exemples pour rendre plus concret ce que je viens de dire. Là, je viens de faire un peu le côté théorique. Donc, prenons du concret. En famille, on voit bien que l'individualisme est rentré en masse, ou rentré massivement, pardon, ça serait plus joli de dire. Rentrer massivement. Pourquoi? Parce que tout simplement, l'enfant est un individu qui prend toute sa place et qui existe dès le début, alors que pour les anciens, on se souvient que on avait le droit de parler au dessert et encore, on n'avait pas le droit de rentrer dans le salon des adultes. On avait une place qui n'était pas du tout celle d'aujourd'hui. L'enfant, et c'est une bonne nouvelle, a aujourd'hui une liberté d'expression. Alors, dans les écoles, parfois, c'est un peu dur à gérer. Je ne sais pas s'il y a des profs dans les écoles, on a un peu de mal à les tenir parce que ça bouillonne, ça s'exprime. Alors, moi, je trouve ça super.
Cette montée de l'individualisme, c'est une bonne nouvelle parce que les gens vont enfin prendre leur destin en main, vont avoir leurs idées personnelles, vont avoir leur autonomie par rapport au carcan de la société. Bon, mais seulement, ce n'est pas toujours facile à gérer, alors que ce soit dans les écoles, que ce soit en famille. Une analyse intéressante de Luc Ferry, bon, vous connaissez, il dit, mais dans le temps, on ne faisait pas des mariages d'amour. Ils s'en foutaient de l'amour. Tu dois épouser le fils du voisin ou tu dois épouser... Aujourd'hui, tout ça a volé en éclats. Les enfants qui se marient, quand ils se marient, ce n'est pas obligatoire, font un mariage d'amour. Les questions de milieux sociaux, les questions d'écart de niveau de vie, les questions de religions différentes, les questions de culture, de tradition familiale, tout ça passe en deuxième plan. Un autre exemple. Alors là, c'est tiré de Fourquet. Vous avez sûrement lu son livre sur l'archipélisation. C'est très intéressant. Il parle beaucoup de l'évolution des prénoms. Et effectivement, les prénoms jusqu'au milieu du XXe siècle, bah, c'était les prénoms de la famille, quoi, grosso modo. Grand-père s'appelait Jean, bah, tu t'appelleras Jean, et puis bon, voilà, voilà. Puis ensuite, c'était les prénoms chrétiens, qui avaient un certain sens pour une famille chrétienne, par exemple, et qui étaient inscrits sur le calendrier des postes. Donc, tout ça, c'était relativement circonscrit. Et aujourd'hui, à partir des lois des années 80, c'est parti en éclat. On peut donner n'importe quel prénom à un enfant. Et vous savez très bien que les prénoms chrétiens n'ont plus du tout la primauté. Maintenant, il y a des prénoms un peu. On choisit le prénom. Ce que je veux dire par là, c'est que voilà, on est dans une époque individualiste qui permet le choix. C'est génial. Et on ne va pas s'en plaindre. C'est de la liberté. On a acquis de la liberté. Alors, dans tous les mouvements, je ne vais pas parler du mouvement féministe, mais là aussi, c'est magnifique de voir que les femmes qui n'avaient jamais droit au chapitre au XIXe siècle, et aujourd'hui, bon, ben voilà, il y a une évolution colossale. Et cette évolution, elle se passe dans d'autres pays. Ce que je dis n'est pas strictement français. Ce sont, bon, on y reviendra si ça vous intéresse. Enfin, les pays qui se développent avec elles cette tendance à l'émancipation, cette volonté d'individualité et donc l'individualisme. Un autre exemple que j'aime bien donner parce qu'il fait le lien avec la suite, c'est que vous avez vu les machines Nespresso là, c'est arrivé quand ça? Début des années 2000, non? Ou fin, même avant, 90. Bon, merci. Il me semblait aussi que c'était avant 2000, mais je ne sais pas le dire, je n'étais pas très sûr. Bon, enfin, succès planétaire. Bon, il n'y a pas beaucoup de techno là-dedans, hein, mais succès planétaire. Pourquoi succès planétaire? Ben, selon la théorie que je vous disais tout à l'heure, parce qu'on attendait ça. Ça permet le choix. Moi, je bois mon café, alors je prends la capsule dorée, mais je prends ça pas après le déjeuner, mais je la prends 1 heure plus tard, et puis voilà, donc chacun choisit son café. Pour nous tous, d'une certaine génération, bah, il y avait le café, la cafetière familiale qui arrivait sur la table et on buvait tous le même café au même moment. Donc, vous voyez, ce choix magnifique, super sympa, parce qu'on a la liberté. Moi, j'aime le TK et vous, vous aimez le corset, bah, ça vous regarde. Vous prenez votre capsule, moi, je prends la mienne. On est tous contents. Mais en même temps, elle a détruit un lien social, un moment social.
familial, qui était le partage du café après le repas. Et vous voyez les jeunes aujourd'hui, c'est extrêmement clair, ils prennent leur café à n'importe quel moment du jour et de la nuit, parfois même leur repas, quand ils veulent, ils vont prendre dans le frigidaire 2-3 trucs, et puis ils vont dans leur chambre, devant leur PC, ils font des trucs, et voilà. Donc le moment familial qui était quelque chose d'assez sacré en France en tout cas, je ne veux pas dire qu'il a volé en éclats, mais enfin, en tout cas, il est mis un peu en danger avec cette montée de l'individualisme parce que le choix fait qu'on a envie de choisir. Alors, deuxième chose, et je remercie Madame pour... deuxième chose, c'est que cette courbe que j'ai dessinée, rapido, sur la montée de l'individualisme, de l'émancipation, eh bien, elle fait une accélération. Vous savez quand? Eh bien, justement, dans les années 80. Et les téléphones, les PC, personal computer, on oublie ce que ça veut dire, hein. Mais ça a été une révolution pour les vieux qui ont fait de l'ordinateur, on allait sur le mainframe, enfin tout le bazar compliqué, etc. Le PC, le personal computer est arrivé à ce moment-là. Le téléphone personnel est arrivé et les Nespresso sont arrivés et le choix, l'abondance de choix, vous arrivez dans un supermarché, ben, vous voulez acheter un fromage blanc, ben, vous en avez 40 sortes, il faut une demi-heure pour choisir, dans ça, le machin, la matière grasse et tout ça. Donc, il y a un choix, une abondance extraordinaire. Alors, quelle est la cause et la conséquence? Eh bien, pour moi, je vous donne mon opinion, hein, maintenant, on peut en parler, c'est que l'individualisme et ce mouvement de fond qui travaille les sociétés, qui travaille les êtres humains depuis très longtemps, et les technos qui ont marché, c'est celles qui venaient répondre à cette émancipation que nous attendions. Et donc, si Nespresso a si bien marché, si les personal computers ont si bien marché, si le téléphone mobile a si bien marché, et si les applis numériques ont si bien marché, c'est parce qu'elles répondent à nos attentes individualistes. Alors, oui, je ne sais pas si ça marche. Enfin, essayez de passer. Alors, oui, on va passer donc maintenant au numérique. Vous avez compris cette première partie, hein, je résume. Indépendamment du numérique, il se passait quelque chose dans nos sociétés de très profond, qui remonte à très très loin, qui fait que le tissu social, les liens sociaux, les relations entre les gens, bon, je suis allé très vite, peut-être on peut passer un petit moment quand même sur l'individualisme en société. Tout ça, c'était en mouvement, c'était une dynamique qui nous travaillait tous, parce qu'une société, ce n'est pas un truc abstrait dans l'absolu. Une société, ça émerge d'un ensemble de personnes. Et cette société interagit sur les personnes elles-mêmes. Le mouvement, il est de haut en bas et de bas en haut. Hein, et donc, ça, c'est une première chose qui me paraît extrêmement importante et dont on voit des conséquences dans la vie de famille. J'ai parlé rapidement de l'école. Bon, alors, on peut parler de l'entreprise. En entreprise, l'individualisme, partout. Pourquoi? On veut personnaliser tout. On personnalise les salaires, on personnalise les carrières, on personnalise les produits. Si je personnalise un produit pour vous, c'est pour répondre à votre besoin de vous, individu. Vous savez, Ford qui voulait faire la voiture, très bien, mais à condition qu'elles soient toutes les mêmes finalement. Donc l'idée du taylorisme et tout ça, complètement terminée. On va vers des entreprises agiles, libérées. Vous voyez, les mots sont intéressants, hein.
même pour l'entreprise libérée. Voilà. Eh bien, pourquoi? Pour pouvoir faire de la personnalisation à outrance, pour pouvoir répondre aux besoins de chacun. Et donc, on est dans ce mouvement où les besoins individuels sont pris en compte. Et alors, au niveau de la société, on voit bien que nos démocraties, en tout cas celles qu'on connaît, dont on parle, ont quand même bien du mal. Elles souffrent. Parce que tout le monde a ses exigences. Alors, les coiffeurs ont tel et tel problème, les machins ont les intellectuels. Qui veut bien prendre un peu de hauteur pour voir le problème collectif, voir les répercussions des questions individuelles sur la question de la société, sur les finances publiques? Non, on s'en fout. On veut des réponses à nos questions individuelles. Et quand il y a des débats, moi alors là, je suis toujours sidéré. Ça avait commencé avec Jacques Chirac. J'en ai le souvenir parce que c'est la première fois où il y avait sur le plateau donc des gens, on avait invité des gens, bon, n'importe qui, enfin, je veux dire, voilà. Et Jacques Chirac, c'était peut-être son deuxième mandat, je ne me souviens plus. Et chacun allait de sa problématique très, très précise, très professionnelle. Dans sa profession, il avait tel problème très précis. Le pauvre Chirac, on voyait qu'il ne connaissait pas du tout la question du problème précis dont on lui parlait. Et donc, il essayait à chaque fois de remonter la question à un niveau plus société, à un politique, dans le sens noble du terme. Et ça ne marchait pas. À chaque fois, les gens disaient, mais on ne comprend rien à ce que vous dites. Ce qu'on veut, c'est la réponse à notre problème à nous. Alors, est-ce qu'il est possible qu'un homme, même président de la République, même très intelligent, puisse répondre aux exigences, aux doléances de 66 millions de personnes? Si personne ne veut réfléchir à la collectivité, aux questions politiques, et que tout le monde ramène tout à son nombril, la démocratie n'y arrive plus. Même l'autorité est mise en danger dans pas mal d'endroits, vous le savez très bien. La représentativité, ce n'est pas parce que vous avez été élu député que vous avez le droit de voter cette loi. Moi je ne suis pas d'accord. Ça veut dire que les gens qui disent ça, les gens qui luttent contre des décisions de ce type, sont des gens qui ne croient plus en la démocratie, qui veulent que leurs problématiques soient prises en compte et que les représentants élus par les voies démocratiques n'aient pas le premier et la décision, en tout cas pas tout seul. Donc on a la démocratie qui se trouve dans une difficulté à être bien obligée de construire un collectif et à faire des choses qui vont concerner tout le monde, mais les gens ne suivent pas parce que chacun, dans sa problématique, veut des réponses précises à ces... Et vous voyez, les journalistes, quand il y a des débats, mais c'est toujours pareil. Chaque fois, vous regarderez, chaque fois, ils ramènent le politique. Non, mais attendez, bon, c'est trop théorique. Trop... Non, mais concrètement, vous allez faire quoi demain sur le sujet, je ne sais pas quoi, moi, les voitures électriques? Bon, voilà. Concrètement, demain, voilà. C'est toujours la même chose. Ce n'est pas une forme d'interview journalistique. C'est aussi parce qu'ils essayent de répondre justement à cette demande, cette exigence des individus. Bon, vous avez compris. Je passe au deuxième chapitre. Parce que l'homme dans la toile, le numérique et l'intelligence artificielle, bénéfices, risques et avenir. Le numérique. Alors, le numérique vient... C'est un conférencier, mais je pense que c'est un jésuite. C'est quoi? C'est un jésuite. Je voudrais couper le micro, madame, s'il vous plaît. Là, il est au Centre Théard de Chardin. Il enseigne au Centre Théard de Chardin à Paris. Ouais, c'est intéressant parce que ça veut dire qu'elle a bien entendu. Bon, alors, donc,
Je vais aller très vite sur les bénéfices, mais je veux le dire. Les bénéfices du numérique, évidemment, on va parler des emails qu'on peut s'envoyer aux quatre coins du monde, on peut rester en contact avec des tas de gens, on peut faire des visios, on peut faire tout un tas de choses. Le numérique, ça a sauvé quand même le confinement. Tous ces enfants qui étaient chez eux, s'il n'y avait pas eu le numérique, comment on aurait fait? Ils auraient carrément perdu 1 an de scolarité. Je ne veux pas dire que c'était idéal, loin de là. Enfin, on a quand même sauvé la mise grâce à tout ça. Et puis, le numérique, c'est aussi Wikipédia. Moi, je suis un grand fan de Wikipédia. Vous connaissez tous Wikipédia, je suis sûr que vous l'utilisez tous. C'est gratuit. On a le droit de reprendre et de reproduire les contenus de Wikipédia. Donc ça, c'est génial. Eh bien, qu'est-ce que c'est que Wikipédia? C'est quand même la construction d'une intelligence collective. C'est la plus belle et la plus vaste et la plus incroyable des encyclopédies qu'on a jamais construites dans toute l'humanité. Diderot et d'Alembert peuvent aller se rhabiller. Hein, là, il y a énormément plus, infiniment plus de choses. Et cette construction, elle est collective. Jamais on n'aurait pu faire quelque chose de collectif de ce genre-là sans le numérique. Donc voilà, le numérique a beaucoup d'avantages et évidemment beaucoup aussi d'enjeux, de risques, de dangers même, hein, de dangers. Donc je vais évidemment en parler, pas sur tous les éléments que Jean-Marie a cités, parce qu'il y a plein de choses à dire, ça serait l'objet d'une conférence entière. Mais ce que je voudrais signaler, c'est 2 choses. Que, vous voyez, je vous ai dit, l'individualisme a donné le succès au numérique. Mais le numérique interagit sur les personnes. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il y a une espèce de spirale qui se met en route. C'est-à-dire que le numérique rend les gens encore plus individualistes. Il l'était déjà, c'est ce qui a fait le succès du numérique, et en retour, le numérique rend les gens encore plus individualistes. Cette spirale, pour moi, elle est centrale dans toutes les analyses qu'on peut faire, et on la voit à des tas de niveaux. Alors, prenons quelques exemples. Le numérique diffuse de l'information essentiellement sous forme de visuel, parce que c'est tout simplement plus sympa, plus agréable à lire. C'est comme ça que les bandes dessinées, c'est moins fatigant à lire qu'un gros bouquin comme ça. Voilà, il n'y a pas une image. Bon. Donc les gens aiment bien les images, ça égaye le contenu et on a une facilité à diffuser de l'image, et les contenus toujours illustrés d'images ont un énorme inconvénient, c'est qu'ils véhiculent, ils mobilisent beaucoup les émotions. C'est-à-dire, avant de faire appel à la raison, un livre comme ça fait appel à la raison, parce qu'il faut un peu réfléchir, se souvenir d'un concept, l'articuler qu'un autre, c'est la raison qui travaille. Quand on écoute petite conférence, petite visio, quand on lit un truc et tout ça, avec plein d'images dans tous les sens, vous regardez les réseaux sociaux, s'il n'y a pas d'image, personne ne lit. Eh bien, l'image véhicule l'émotion, et petit à petit, notre individualiste devient un peu un hypersensible. C'est-à-dire que ces émotions sont si intenses, réagit tout avec émotion. Là encore, ce n'est pas négatif en soi, sauf que parfois, ça se met à envahir tellement le cerveau que la raison se met un peu en veilleuse. Donc ça, c'est un premier impact. Le deuxième impact, c'est le narcissisme, le nombrilisme. Vous appelez ça comme vous voulez. Mais un réseau social, c'est quoi?
on dit un réseau social, parce qu'à l'origine, c'était des relations entre les gens. On faisait un réseau entre les étudiants d'une université, hein, c'est comme ça que ça a commencé, Facebook. Et donc, on était en contact, on pouvait s'envoyer un petit message. Puis... Mais non, mais c'est plus ça. Les réseaux sociaux sont devenus des médias sociaux. Donc, les réseaux sociaux sont des médias sociaux qui permettent à tout le monde de publier ses propres informations. Et qu'est-ce qu'il va publier? Il n'a pas des idées géniales tous les matins, non, il va publier des trucs sur lui. Ah ouais, ce matin, j'ai pris mon petit déjeuner avec du café et avec un croissant. Après, j'ai eu un problème, le bus était en retard. Bon, vachement intéressant. Bon, ok, on voit énormément de choses qui sont simplement pour parler de soi, se mettre en scène. La folie des selfies, c'est quand même intéressant. Vous allez sur un site magnifique, naturel ou peu importe, vous allez visiter une cathédrale et tout ça, et vous voyez des tas de gens, de tous les continents d'ailleurs. Hein. On voit que ce n'est pas la contemplation ou la compréhension ou l'observation du site, c'est se prendre en premier plan avec le site en deuxième plan. J'étais là. J'ai vu le site, j'étais sur place. Quand on fait un exploit sportif, on met toujours une caméra sur son casque parce qu'un exploit tout seul, ça ne vaut pas le coup de le faire. Il faut faire un exploit qui pourrait être mis en ligne ensuite, donc il faut le filmer. Et là encore, qu'est-ce qu'on fait? On agite les émotions, on se met en scène pour obtenir des likes, c'est-à-dire des gens qui vont dire « Ah, dis donc, ce que tu as fait là, champion du monde. Hein » Et puis un deuxième, et puis un troisième, et puis il y en a 1 millier, il y en a 5000. Et là, l'ego gonfle. Alors, l'individualiste qui a déjà un ego hein, qui veut exister, c'est tout à fait bien, tout à fait normal. Là, qu'est-ce que fait le numérique? Il vient gonfler encore un peu cet ego qui était déjà pas mal. Alors, ça, c'est un deuxième effet extrêmement important du numérique sur les personnes. Et puis le troisième que je vais illustrer, il y en a beaucoup d'autres, hein, mais on manque de temps, c'est la notion de bulle informationnelle, qu'on appelle aussi chambre d'écho. Alors, je ne sais pas si vous êtes familier du concept, c'est quoi l'idée? C'est que les algorithmes vont vous apporter l'information qui est censée vous intéresser. Pourquoi? Parce que vous faites des recherches sur Google, sur machin, sur truc, peu importe. Ils marchent tous de la même manière. Vous faites des recherches. Ils voient donc ce qui vous intéresse. En voyant ce qui vous intéresse, eh bien, il va vous envoyer les infos qui vous intéressent. Et c'est comme ça que si je fais une requête sur Google sur, je ne sais pas, Teilhard de Chardin, je dis au hasard, moi, et que vous faites la même requête, vous n'aurez pas les mêmes réponses. Les réponses sont filtrées par ce qui est supposé vous intéresser. Alors, encore une fois, c'est super parce qu'on serait noyé devant 1 milliard d'infos qui arriveraient, on ne saurait pas quoi faire. Donc, heureusement, ils nous filtrent le truc. Mais conséquence qu'on n'avait pas vues, même les gens de Google n'avaient pas vu, c'est que progressivement, on construit autour de nous une chambre d'écho. C'est-à-dire qu'on reçoit l'information avec laquelle on est déjà d'accord, ça confirme ce que je pense. Avec les réseaux sociaux, je vais être en contact avec des gens qui pensent comme moi, et donc petit à petit, mon idée se trouve confirmée par l'écho, qui est en fait l'écho de mon idée à moi. Vous voyez, le truc est complètement dingue. Et c'est comme ça que les fake news, le complotisme, tout un tas de choses se diffusent. Alors vous allez me dire, mais ça a toujours existé. Bien sûr, ça a toujours existé. Sauf que là, l'outil numérique a fait une amplification du phénomène absolument incroyable, auquel on ne s'attendait pas vraiment. Bien, alors cette deuxième partie, voilà, je termine cette deuxième partie en disant la spirale
fait que individualisme amène numérique, numérique amène individualisme. Il y a beaucoup d'autres raisons qui vont dans ce sens-là, on n'a pas le temps de les développer toutes. Mais enfin, en tout cas, vous voyez le concept que je vous propose. Donc après la vitesse d'évolution des technos, après cette évolution sociologique grande durée qui est une émancipation, un individualisme qui grandit, eh bien, la troisième idée clé, c'est ça, c'est que les choses se sont mis à tourner en boucle. C'est la mayonnaise, quoi. C'est la mayonnaise qui monte. Et le phénomène que je vous disais de bascule, individualisme, société, collectif premier, individu second, bascule, individu premier, collectif second, eh bien, cette bascule, non seulement elle s'est faite, mais elle s'amplifie. C'est-à-dire que l'individu prenant toujours plus de puissance, le collectif, il rame derrière pour essayer de s'ajuster. Donc, dans les écoles, on fait des réflexions, dans les entreprises, on fait des réflexions partout, la démocratie, on fait de la participation, on essaye, mais ça ne marche pas très bien, quoi. Visiblement, on voit que le collectif et les associations, pareil, ont énormément de mal à se renouveler. Il y a beaucoup moins d'adhérents, il y a un problème. En même temps, les gens veulent adhérer, veulent faire des trucs, mais après, quand il faut prendre la présidence de l'association, il n'y a plus personne. Donc, on a toujours cette problématique du collectif qui rame pour essayer de suivre cette évolution individualiste. Alors, je voudrais toucher un mot d'intelligence artificielle. Parce que l'intelligence artificielle, c'est un truc sur lequel on dit plein de bêtises. Alors, l'intelligence artificielle, c'est du numérique qui a des fonctions qui lui permettent d'apprendre des choses. Ça veut dire que l'algorithme que vous avez fait à un instant T, qui dit A égale B plus C, et ça donne ça, donc qui décrit toutes les choses, eh bien cet algorithme en intelligence artificielle a une capacité d'apprendre des nouvelles informations et de s'auto-configurer. Voilà. Donc j'ai fait un petit schéma, si vous voulez. Voilà, c'est ça. Vous voyez, ici, c'est un réseau de neurones, mais de neurones artificiels. Alors, dans notre cerveau, il y a des réseaux de neurones. Mais alors, les réseaux de neurones dans notre cerveau, ils sont déjà beaucoup plus nombreux. Le nombre de petites bulles de neurones est beaucoup plus grand. Et le nombre de connexions entre les neurones est beaucoup, beaucoup plus grand que ce qu'on sait faire avec les ordinateurs. Néanmoins, voilà comment fonctionnent les systèmes qui apprennent. Ce sont des systèmes à qui on va expliquer que, voilà, ceci est une image et au centre, il y a un verre d'eau. Ça s'appelle verre d'eau. Bon, une image. Une deuxième image, ceci est un verre d'eau. Après une image de ce truc-là, ceci n'est pas un verre d'eau. Et puis, on multiplie les exemples comme ça. Et le réseau se configure de façon après, lorsque vous lui montrez une image, il dit c'est un verre d'eau ou c'est pas un verre d'eau. C'est pas magique, hein, c'est très mathématique, enfin bon, passons. Donc c'est quelque chose qui fonctionne très bien et qui permet des choses sensationnelles. Vous savez que le meilleur dermatologue des États-Unis est un système qui fonctionne comme ça. Parce que ici, savoir découvrir si vous avez un mélanome ou pas, à 99%. Tandis que le médecin, le meilleur de tous les médecins, il est rarement au-dessus de 80%. Pourquoi? Parce que le médecin fatigue, parce que le médecin n'a pas tout vu dans sa vie, parce que le système, avec son apprentissage, on lui a montré des millions de mélanomes et des millions de trucs qui ne sont pas des mélanomes. Et donc, il a emmagasiné beaucoup de choses, plus que le médecin, et il ne se fatigue pas.
Vous pouvez lui faire 3 millions d'examens par jour, il n'est pas plus fatigué que s'il en avait fait 2. Donc ces systèmes apportent un truc incroyable. Pour la première fois, un système artificiel est capable de se transformer lui-même pour apprendre des choses. Voilà. Alors, c'est la raison pour laquelle on parle de data. Vous entendez, c'est un peu exaspérant parce que c'est un mot anglais. Hein. Bon, les data sont les données. On parle de big data, si vous voulez passer. On parle de big data. Donc, ce sont des énormes jeux de données. Alors voilà, le sujet d'aujourd'hui pour les entreprises, pour les hôpitaux, pour tout le monde, c'est collecter de la donnée. Vous avez maintenant des gens dans les entreprises qui s'appellent les CDO, les Chief Data Officer. Donc, c'est des gens qui s'occupent des data. Donc, plus j'acquiers de data sur mes clients, plus je connais mes clients et plus je vais pouvoir personnaliser mes offres et faire des produits qui vont bien les intéresser. Donc, la data est devenue stratégique. On veut se protéger des data. Nous, en France, on ne voudrait pas que nos data partent aux États-Unis. Ça pose un tas de problèmes très, très compliqués et très passionnants. Mais bon, tout ça ne veut pas dire que demain, on va avoir des systèmes robots ou intelligence artificielle d'une manière générale qui seront plus intelligents que nous. Voilà. Donc moi, je suis très catégorique. Quatrième message que je voudrais vous faire passer. Non, l'intelligence artificielle n'est pas capable de supplanter l'intelligence humaine. Il est capable de supplanter l'intelligence spécialiste. Comme j'ai dit tout à l'heure, le dermatologue face à un système qui reconnaît mieux les mélanomes. Ça, oui. Le champion du monde du jeu de Go et du jeu d'échecs est maintenant un système de ce type-là. Bon, il y a plein d'autres exemples. Hein, mais... Alors, pourquoi? Ben parce qu'en fait, si vous voulez, il y a un obstacle de taille. C'est que ces outils, aussi puissants soient-ils, ne sont pas capables de passer des datas et des corrélations. Ce truc que vous montrez, ah oui, c'est une carafe d'eau. Vous voyez, il fait une corrélation entre un mot, vous pouvez passer, et une... ah bon, pardon, oui, c'est parce que entre un mot et une image. C'est des corrélations, mais il n'a rien compris. Ce n'est pas parce que deux choses sont effectivement à corréler, à rapprocher, qu'on sait pourquoi. Donc ces systèmes sont incapables de passer à un niveau conceptuel. C'est pour ça que je dis qu'il faut être tout à fait décontracté. Un enfant, vous lui montrez votre chat, puis après, il y a le chat du voisin qui passe et tout ça. C'est tout. Avec ces deux expériences, il a compris ce qu'est un chat. Et non seulement il sait qu'un chat, ça a 4 pattes, une queue, des moustaches, des poils, mais il sait qu'un chat, ça fait ronron, que ça vient se câliner, de temps en temps, ça peut sortir les griffes, ça aime bien le lait. Donc, il construit un concept de chat qui est quelque chose qui va infiniment plus loin que ce qu'un système d'IA peut construire et qui lui donne ensuite la possibilité de généraliser. Mais au fait, un chat, ah oui, mais le lion ou le tigre ou le je sais pas quoi, le chat sauvage, le lynx, je vois que il y a des trucs qui ressemblent. Et donc, son esprit, mais sans faire des apprentissages de milliers d'exemples, son esprit tout seul va connecter, va rapprocher des concepts, va faire des liens entre des concepts. Et le concept de chat va être en lien avec le concept de lynx ou avec le concept de tigre, je ne sais pas, bon, parce que ça ressemble, je ne sais pas quoi. Bon, voilà. Ça c'est des choses que les neuroscientifiques observent. Et vous avez un bouquin passionnant, je crois que je l'ai mis dans la bibliographie, de Stanislas Dehaene sur ces sujets, qui montre comment le cerveau d'un jeune enfant se développe par rapport au piètre système qu'on fabrique
avec des neurones, là, le truc que je vous ai montré tout à l'heure. Donc, il faut remettre les choses un peu en... Vous voyez? Et donc, on passe celui-là parce qu'on n'a pas le temps. Il est un peu pour ceux qui auront envie d'aller plus loin. Et donc, pour conclure ce chapitre sur l'IA, c'est de se dire que c'est un vieux fantasme de l'humanité qui ressort une fois de plus. Depuis toujours, on essaye, on a pensé construire des choses qui dépassent l'humain. On veut fabriquer Frankenstein, le golem. Enfin, il y a tout un tas de légendes dans la Bible, des trucs qui... c'est extrêmement fantasmagorique. Et donc, on est fasciné et en même temps, on est excité par cette espèce de fantasme. Ceci dit, il y a des vrais problèmes. Là, j'ai fait exprès, j'ai commencé par casser la baraque. Avant, je vous avais dit qu'il y avait des trucs super qui se passaient avec les dermatologues. Bon, il y a plein d'autres exemples. Mais après, il y a des vrais problèmes éthiques et je voudrais quand même vous alerter. Aux États-Unis, ils ont fait l'expérience. Un système devait décider qui on remettait en liberté après X années de prison et qui on gardait en prison. Bon, alors donc, on a mis des cas dans le système, et puis le système a mouliné, et puis ensuite, on lui a présenté un nouveau cas, et puis on lui dit, alors là, qu'est-ce qu'on fait? On a découvert que si vous étiez noir, vous aviez toutes les chances de rester en prison. Parce que tout simplement, le jeu de données inclut plus de personnes noires que blanches, et donc il y a un biais, c'est ce qu'on appelle les biais. Et ces systèmes sont pleins de biais. On a énormément de mal à sortir de ces problèmes de biais. Et quand il y a un biais, bon, alors pour la médecine, ça peut être embêtant parce que si on ne diagnostique pas votre cancer, bon, mais bon, dans les entreprises, il y a un biais, alors on se trompe un peu sur un truc ou un autre, ce n'est pas trop grave. Mais là, quand il s'agit de la liberté d'une personne, ça devient gravissime. Donc, il y a là un vrai problème éthique. Peut-on utiliser ces outils qui contiennent toujours des biais et qui ne sont pas capables d'expliquer pourquoi ils proposent ceci plutôt que cela? Est-il éthique d'appliquer ces techniques à des questions hautement humaines? Le juge d'application des peines qui reçoit quelqu'un, bien sûr, il a son dossier, il voit un tas de data, pour reprendre le mot, mais il y a aussi beaucoup d'autres choses qui passent entre une personne et une autre personne, et ceci n'est pas rentré dans la machine. On ne sait pas rentrer tout ça dans une machine. Donc, forcément, il y a danger à utiliser ces systèmes chaque fois qu'il s'agit de décisions d'humains entre humains. Voilà. Donc, le juridique devrait être exclu de ces choses-là. Le militaire, vous avez vu les drones. Alors là, en Ukraine, on utilise des drones en permanence. Bon, alors le drone, il est piloté par quelqu'un qui le pilote, le commande du sol et puis décide de larguer la bombe, etc. Mais il y a énormément de gens qui travaillent sur les drones ou les armes autonomes qui pourraient se mettre à bombarder ou à tuer des personnes, où on caractérise une situation, où on caractérise une personne, et puis on lâche la bête comme ça, et puis il est autonome, et puis elle décide de sortir ses armes et de tirer ou pas tirer. Ça fait rêver un certain nombre de gens, mais là aussi, il faudrait absolument que ceci soit interdit, à mon avis, par les conventions de Genève. On sait que ce n'est pas une garantie totale et complète, c'est évident, hein, mais enfin qu'au moins, il y ait une déclaration unanime des pays pour interdire ce genre de choses. La voiture autonome,
c'est génial, on va pouvoir bouquiner tout en allant de Mulhouse à Strasbourg. Bon, super. Bon, la voiture autonome va prendre des décisions. À un moment donné, il va y avoir, imaginez, le choix entre écraser un enfant qui traverse le passage clouté, là, ou bien donner un grand coup de volant, et puis, manque de peau, j'écrase trois vieilles personnes avec leurs cannes qui sont sur le trottoir. Qu'est-ce qu'on fait là? Qu'est-ce qu'il va faire le système? Ben, on ne sait pas. C'est ça qui est quand même inquiétant, c'est qu'on n'en sait rien. Il aura appris des tas de situations, on lui aura montré des tas de situations, mais il ne saura pas. Alors vous allez me dire, mais nous, on serait bien emmerdés aussi. Si on a des choix de ce genre, qu'est-ce qu'on fait? Bon, voilà, on ne sait pas très bien comment on réagira. Mais en tout cas, les systèmes n'ont pas en tout cas de réflexion éthique. Et il faut bien que quelqu'un rentre des considérations éthiques dans ces systèmes pour prendre des critères de décision à un moment donné. Bon, je prends un exemple, l'exemple classique de l'enfant par rapport à des seniors. La vie d'un enfant vaut-il autant que deux seniors ou est égalité ou trois ou... Bon, voilà des questions qui vous paraissent... mais elles sont très sérieusement discutées dans des comités d'éthique parce qu'il va bien falloir rentrer des critères de décision. Pas forcément pour l'exemple que je viens de donner, mais enfin, dans cet ordre d'idées. Voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ben, l'intelligence artificielle va déstabiliser également l'emploi. Jusqu'à maintenant, on a automatisé les usines. Donc, les cols bleus ont été, pour beaucoup, mis au chômage ou certains ont pu faire des études, etc. Bon, enfin, il s'est passé tout un tas de choses quand on a automatisé les usines. Mais aujourd'hui, on automatise des tâches intellectuelles. Donc, ce sont les cols blancs, des gens qui ont des tâches administratives, des gens qui sont un peu, vous savez, dans les tâches de contrôle ou des tâches où on remplit des dossiers, où on trie des dossiers. C'est un peu répétitif. Il faut une certaine intelligence pour bien comprendre de quoi il s'agit, mettre les dossiers comme il faut, etc. Toutes ces tâches vont disparaître. Donc, certains pensent que c'est 40% des emplois de cadres de ce type qui vont être en grand danger. Parce que tous ces outils font aussi bien, si ce n'est mieux, sur ces tâches relativement répétitives où tout est assez normé. C'est-à-dire le dossier de votre client truc, bah, il y a le nom du client, il y a tout un tas de données, il y a son capital social, il y a ses chiffres d'affaires sur plusieurs années. De là, on peut en déduire si on peut prêter de l'argent à cette entreprise. Un outil va pouvoir le faire. Donc, le message important, c'est qu'autour de l'intelligence artificielle, enfin, il y en a trois, je suis désolé. Un, les fantasmes, on délire complètement, on raconte n'importe quoi. Deux, il y a des vraies problématiques à la clé. Trois, il y a des vrais problèmes de chômage. Alors, si maintenant on passe à la dernière partie, prospective. Ah oui, je vois qu'il est 9h10, je suis désolé, j'étais un peu plus long. Donc, en 5 minutes. Non, je dis 5 minutes, mais en 10 minutes. Alors, donc, première chose, on va vers des sociétés qui éclatent. La société d'avant, la société holiste, elle était relativement pyramidale. Il y avait dans un village le maire, le curé, l'instituteur. Enfin bon, je ne vais pas vous le refaire. Hein. C'était comme ça. Les entreprises étaient aussi construites dans des modèles relativement pyramidaux. On passe à des modèles complètement différents. On est en train de passer par l'effet de l'individualisme, par l'effet des technologies et de l'intelligence artificielle vers des systèmes de type réseau. Donc ça veut dire qu'on est à chaque fois, nous, on se situe au centre d'un réseau,
en connexion avec tout un tas d'entités qui peuvent être des personnes, qui peuvent être des organisations, qui peuvent être une institution, une entreprise, une association, tout un tas de choses qui gravitent autour de nous. Et à chaque fois, moi, individu, j'ai la capacité de choisir. Vous voyez, les flèches ne sont pas de même nature. À quelle bulle j'ai envie de m'accrocher fort et avec lesquelles j'ai juste un lien assez distant. Alors, par exemple, on peut dire, certaines personnes, par rapport à leur pays, la notion de nation, de patrie a un petit peu disparu. Hein, et donc, oui, ça reste dans l'esprit des gens, mais peut-être que ça va être un lien de type faible. La famille, ça va être un peu plus parce qu'on est attaché à sa famille. Mais enfin, comme je disais tout à l'heure, on est beaucoup moins dans les traditions familiales, on est beaucoup moins ancré dans la famille. Donc peut-être la famille, ça va être un lien de ce type-là. Et peut-être que l'association de sport dans laquelle je vais tous les samedis et tout ça, avec des bons copains et on boit des bières à la sortie du tennis, eh bien, ce sera des liens encore un peu différents. Là, parce que je les ai choisis. Si tel et tel gars, personne dans l'association ne me plaît pas, ben, j'irai voir d'autres, et puis voilà, c'est tout. Alors que la famille, on ne choisit pas tellement. C'est pour ça que, vous voyez, il y a ces différences de puissance de lien. Et donc, aujourd'hui, ça devient extrêmement difficile de pouvoir gérer notre démocratie parce qu'il y a cet éclatement en bulles. C'est un peu la notion d'archipélisation hein, dont on a parlé tout à l'heure, parce que ce que je dis au sujet des différents collectifs auxquels on participe, eh bien, évidemment, il y a les identités, il y a les communautés, il y a les religions, tout ça, c'est la même philosophie. Hein, je ne veux pas à chaque fois dire, donc c'est la même philosophie. Donc, en fait, si on regarde ce qui se passe, c'est que d'un côté, vous avez les cadres qui nous viennent de notre passé, les cadres qui nous structuraient. Ils ont faibli. De l'autre côté, tout est visible. Les réseaux sociaux, le numérique, tout met tout sur la place publique. Les opinions de tout le monde sont à peu près nivelées, ont le même intérêt, la même pertinence. Et donc, on voit apparaître que la société qui voulait se construire en démocratie n'arrive plus à contenter tout le monde. Et même plus que ça, on voit qu'il y a une perte, on perd de vue la notion même de vérité. Ça n'existe plus, la vérité. Vous avez votre vérité, j'ai la mienne. Terminé. En fait, vérité égale opinion. Vous voyez, c'est ce qu'on appelle le postmodernisme. Hein. C'est un mouvement qui est en train de se passer, qui est extrêmement grave, parce que il n'y a plus de vérité, il n'y a plus d'absolu, il n'y a plus d'universel. Il y a en fait des opinions, et c'est pour ça que les gens n'arrivent plus à se parler, parce que vous avez vos vérités, j'ai les miennes. Qu'est-ce que vous voulez que... Fin de l'histoire, on ne peut pas parler si chacun est comme ça, retranché derrière quelques vérités, c'est foutu. Il faut accepter de se faire bousculer par l'autre. Donc, ma vérité n'est peut-être pas une vérité avec un grand V, c'est peut-être juste une opinion et je peux peut-être en changer grâce à l'interaction que j'ai avec quelqu'un d'autre. Donc, le tissu social se délite par le fait qu'on se réfugie chacun dans des vérités à nous et qu'on n'arrive plus à se rapprocher. Alors, il y a une autre raison. Là, j'ai parlé des raisons à société occidentale, etc. Mais si vous regardez les choses à un niveau géopolitique, à un niveau mondial, vous avez les fameuses GAFAM. En Chine, ça s'appelle BATX, mais c'est pareil, hein, c'est le même genre, qui prennent tellement de puissance qu'ils sont plus puissants qu'à beaucoup d'États. Donc, leur puissance financière fait qu'ils peuvent faire la pluie et le beau temps dans un certain nombre de pays. Leur puissance technologique
et le fait qu'ils ont capté notre attention, vous savez, on parle parfois de la captation des cerveaux. Alors, ça fait peur un peu, mais je trouve que c'est pas mal le mot, parce qu'en fait, ces outils sont addictifs. Je tiens mon téléphone, j'ai regardé un truc YouTube, tiens, c'était pas mal, top, on me propose quelque chose qui est presque dans la même idée, mais un peu différent, mais qui est vachement bien aussi, et je vais rester pendant 3 heures sur YouTube, alors que j'étais venu pour voir un truc qui durait 3 minutes. Donc, toutes ces applis, toutes ces entreprises se bagarrent dans une lutte terrible pour capter l'attention, on appelle ça la captologie, l'attention des personnes. Et si j'ai pris votre attention, super, je vais pouvoir bien vous connaître, les datas que vous me donnez, je vais les conserver et je vais d'autant pouvoir mieux vous servir ce qui vous plaît et donc vous capter, et voilà. Donc les GAFAM ont acquis une puissance financière, technologique et de captation qui est absolument phénoménale. Et là-dessus, évidemment, on ne sait pas très bien où on va. On cherche en Europe à se protéger, à leur faire payer des impôts. Enfin, on fait des trucs, on essaye. Mais pour l'instant, tout ça est tellement nouveau que nos politiques, on voit bien, sont assez démunis par rapport à tout ça. On se demande même, parce que j'avais eu la question un jour, mais pourquoi on fait pas, pourquoi la loi antitrust ne se met pas en route aux États-Unis? Ils ont une très belle loi, la loi antitrust, qu'ils appliquent de temps en temps. En France aussi, on a une loi similaire. Et pourquoi on ne l'utilise pas? Je sais pas. En tout cas, ce qu'il y a de sûr, c'est que ces gens, je ne voudrais pas, c'est tout, enfin, mon idée, c'est que il ne faut pas imaginer que ces gens-là sont dans leur bureau et puis voilà, j'ai créé un algorithme qui va capter l'attention de Jean-Marie, puis après ça va capter là, puis je vais faire ceci, puis je vais tout organiser. Ils n'ont pas prévu tout ça au départ. Les choses se sont mises en place, comme je vous disais tout à l'heure, la chambre d'écho s'est construite autour de nous, mais ce n'était pas quelque chose qui était délibérément imaginé au départ par les concepteurs. Donc, on apprend en marchant. Encore une fois, tout ça est tellement nouveau, il faut qu'on y fasse attention, il faut qu'on éveille nos consciences, et c'est ce qu'on essaye de faire ce soir. Je ne dis pas que j'ai raison et que je connais tout, du tout, mais au moins, il faut s'éveiller à un certain nombre de sujets de ce type-là. Parce que derrière ces grandes compagnies, une chose est certaine, c'est qu'ils ont une idéologie qu'on peut appeler liberté libertaire, libéral libertaire, individualisme débridé, peu importe le nom, mais c'est quoi? C'est la planète est constituée d'un ensemble d'électrons, chaque électron c'est un individu, et puis tout le monde se fait ce qu'il veut. Voilà. Ils ont ce modèle en tête. Et donc, ceci me conduit à vous montrer les différents scénarios. Bon, je ne suis pas le seul à le dire, hein, mais en fait, bon, voilà. Soit on poursuit dans la voie GAFAM, pour simplifier, c'est l'anarchie, parce que si tout le monde fait ce qu'il veut dans une liberté totale, il y a évidemment plus de société et on arrive dans une véritable anarchie. Deuxième chose, en réaction, parce que toute action implique une réaction, vous connaissez tout ça, eh bien c'est que on voit des réactions identitaires, on voit des réactions de religieux extrêmement, comment dire, intégristes, qui essayent de recapter l'attention vers eux en contraignant et en construisant des théocraties. Ça durera ce que ça durera. En Iran, c'est en train d'exploser, mais enfin, bon, c'est possible. Une troisième possibilité, c'est nos amis écolos, les écolos radicaux, ils veulent la dictature. C'est-à-dire qu'ils ne croient pas que la démocratie arrivera à gérer la transition suffisamment vite. Donc, ils ne pensent qu'à une chose, c'est remplacer la démocratie par une dictature qui imposera les choses pour qu'on sauve la planète.
ça part peut-être d'une bonne intention, mais à la fin, ça s'appelle une dictature. Les besoins de sécurité. Je n'ai pas parlé du système de crédit social en Chine. Vous savez, on a des caméras partout, on trace les gens. Et puis, si vous avez bien passé la rue sur les passages cloutés, ben, vous avez des bons points. Si vous avez été impoli avec un membre du parti, vous avez des mauvais points, bon, etc. Tous ces systèmes existent en Chine. Et pourquoi ils n'arriveraient pas chez nous? Quand on voit à quel point les gens réclament de la sécurité, mais je veux de la sécurité parce que je veux pouvoir sortir et laisser mes enfants aller au parc et puis ne pas craindre pour… voilà. Et donc, plus on exige, plus si on exagère cette problématique de sécurité, on fera de la techno sécuritaire qui conduit à la dictature. Parce que une surveillance des gens de cette manière, avec le système de crédit social, ça s'appelle une dictature. Autre cas de figure, c'est toutes nos problématiques de santé. On a tellement peur pour notre santé, on a tellement peur qu'on voudrait, qu'on accepterait un peu tous les… Alors là c'est plutôt… Mais vous ne devriez pas manger trop de gras, puis là, il ne faut pas trop pas trop boire d'alcool, et puis vous devez manger un fruit, 2-3 légumes par jour, et gna gna gna, et gna gna gna, et gna gna gna, et on en rajoute, et on en rajoute, et on se met dans une société qui, en permanence, veut aider, parce que c'est la demande des citoyens, attention, hein. C'est pas encore une fois, il n'y a pas des politiques qui tirent les ficelles en disant on va dire aux gens. Non, les gens veulent de la santé. Donc, s'ils veulent de la santé, il faut qu'on les aide à se prévenir contre les maux de toutes sortes. Et là, on obtient une diminution progressive, c'est ce qu'on appelle le totalitarisme doux ou la servitude volontaire. Alors, on rentre progressivement dans une espèce de système extrêmement bien organisé, extrêmement bienveillant, mais nos libertés se réduisent. Et puis, le dernier cas de figure, humanisme, spiritualité, paix, ben, peut-être que les réactions face à tout ça, vous savez, toujours action-réaction. La réaction, mais j'en ai ras-le-bol que les libertés, gna gna gna, j'en ai ras-le-bol que ceci, etc. Et si on prenait conscience d'un certain nombre de choses et si on se convertissait à titre individuel pour faire ensemble une société plus humaine, à ce moment-là, on arrive dans ce dernier scénario qui n'est peut-être pas pour demain matin, hein, je vous l'accorde, mais enfin que je dois absolument mettre. Et donc, pour conclure, avec Teilhard de Chardin, je voudrais dire 2-3 petites choses pour dire que Teilhard de Chardin avait vu presque tout ce qu'on dit aujourd'hui, en particulier le numérique. Vous savez, les gourous du numérique aux États-Unis, ils utilisent Teilhard de Chardin tout le temps. Vous prenez un truc, ils citent Teilhard de Chardin, vous dites, oh là là, super, ils sont chrétiens et tout. Non, pas du tout. C'est qu'ils imaginent que Teilhard de Chardin, c'est le progrès, le progrès, le progrès. Nous, on fait du numérique, du progrès, du progrès. Donc, on a trouvé un penseur du siècle dernier, jésuite et tout ça, ça nous donne une bonne caution morale. Mais en fait, ils n'ont rien compris à Teilhard de Chardin. Teilhard de Chardin n'a jamais dit progrès pour le progrès. Ce qu'il veut, c'est le progrès de l'humain. Il veut… oui, bon, il veut véritablement qu'il y ait des progrès scientifiques ou des progrès techniques, tout ce qu'on veut, mais que ces progrès s'accompagnent toujours d'une montée de l'humanité, au sens que nous soyons tous plus humains. Voilà. Il veut du plus humain, il veut du plus de conscience collective. Et donc, il veut de la noosphère. Alors, les gens du numérique parlent de noosphère tout le temps. Ils disent, vous voyez, nos réseaux, là, on communique partout sur la planète. C'est la noosphère. Oui, c'est une proto-noosphère, c'est un début de quelque chose. Wikipédia, c'est aussi un début de quelque chose. La noosphère, c'est lorsque véritablement les consciences, les intelligences,
vont commencer à s'unir sur des buts communs, sur des vrais sujets. Et donc, on a là une très belle vision de Teilhard de Chardin que de dire oui le progrès, oui le numérique, mais attention, ce n'est pas du tout une fin en soi. Si tout ça évolue et qu'à côté, on n'est pas capable d'évoluer en humanité et en conscience, eh bien, on perd son temps. Voilà. Et puis, dernière, donc pour dire qu'il a eu ce mot, il a parlé de transhumain. Alors, vous pensez que les transhumanistes, là, ils étaient vachement contents. Et il a parlé de être plus. Oh là là, les transhumanistes et tout, être plus, vous voyez, c'était déjà dit dans un gars du première moitié du XXe siècle. Mais en fait, lui, ce qu'il voulait dire, c'est ultra-humain. On est de plus en plus humain, et non pas de moins en moins. L'intelligence artificielle, le numérique, les robots nous déshumanisent, alors que là, c'est exactement le mouvement inverse. Et deuxième chose très importante, c'est que le numérique cherche à uniformiser. C'est plus pratique. Pour Teilhard de Chardin, pas du tout. Chaque personne est singulière et chaque personne est respectée dans sa singularité, dans son unicité. Et donc, on est à l'envers, si je puis dire, des idéologies des gens du numérique, hein, des gourous de Californie, qui veulent uniformiser, que tout le monde roule dans le même truc et tout ça. Et enfin, il a énormément travaillé évidemment sur l'évolution, vous le savez, hein, c'était un évolutionniste. Et il a remarqué une chose, c'est que chaque fois qu'on cherche à forcer l'histoire, si on veut aller trop vite, qu'est-ce qu'on fait? Ben, une catastrophe. Les communistes qui voulaient obliger à une économie planifiée, une égalité comme ça, sous prétexte du bonheur pour tous, ça a conduit à la catastrophe. Les écologistes, s'ils veulent aller trop vite, on sait bien qu'ils sont contre-productifs parce qu'ils n'ont pas compris tout. Le système, on est dans il faut une vue systémique, ça aussi. Teilhard de Chardin a découvert la systémique bien avant fin du XXe, en disant, mais attendez, les choses sont beaucoup plus compliquées que vous n'imaginez. Les liens entre les facteurs de différents niveaux sont mondiaux, tout est lié. Pape François, Laudato Si, vous voyez. D'ailleurs, le pape François cite Teilhard de Chardin dans son encyclique. Tout est lié, ça c'est Teilhard de Chardin. Et donc, ce qu'il dit, n'essayez pas de forcer l'histoire, parce que comme on n'arrive pas, notre petit cerveau n'arrive pas à voir la totalité de la problématique, on est sûr de faire une ânerie et ça conduit dans le mur. Le nazisme, le communisme, les écologistes radicaux, etc., etc. Donc, il faut tâtonner, il faut chercher, mais il faut accepter qu'il y ait des drames. Oui, il y a des vrais drames, les guerres, les choses et tout ça, c'est horrible. Il va peut-être y avoir des désastres écologiques à certains endroits, mais de là, il sortira le meilleur. Donc, je voudrais terminer juste cette notion de progrès, parce que je sens qu'aujourd'hui, beaucoup de gens ont des doutes sur le progrès. Beaucoup de jeunes n'y croient plus du tout, ne veulent même plus aller dans les entreprises, préfèrent faire des trucs alternatifs. Bon, je ne critique pas en soi, mais la raison pour laquelle ils le font, souvent, c'est que bon, bah, le progrès, ça mène que des catastrophes. Donc, la réponse teilhardienne, qui est la mienne et que je vous propose comme conclusion, c'est croyons au progrès, ayons toujours notre espérance dans l'humain, parce que c'est le progrès techno, scientifique, industriel, économique, tout ce que vous voulez, social, lié au progrès de l'humain. Les deux choses ne peuvent pas progresser, c'est le cas de le dire, de manière désynchronisée. Ça doit avancer ensemble. Donc notre boulot à nous,
comme on n'est pas des technophiles ici, c'est de travailler sur le chantier ô combien difficile de faire progresser en humanité toute notre société. Merci de votre attention. Parce qu'il y a des choses en Zoom, il n'y a pas Voilà, merci de message. pour nous avoir éclairé sur des points importants d'un domaine ô combien complexe, en les situant dans une perspective historique et culturelle, et puis en nous ouvrant sur cette espérance théillardienne Voilà. qui se veut réjouissante. Qui se veut de l'espérance. Voilà, c'est ça. Alors, je cite, si vous voulez remettre juste la diapo d'avant, enfin bon, peu importe. Vous verrez, donc, j'ai écrit en décembre 2020 un petit livre sur Teilhard de Chardin, non pas pour essayer de capter toute la grandeur, la profondeur, la largeur de sa pensée, parce qu'il faudrait beaucoup de volume, mais j'ai fait un tout petit livre qui se lit en 2 heures, qui est une introduction à, et surtout qui essaye de se dire, bon voilà, qu'est-ce que c'est cette pensée, en quoi elle nous aide dans les problèmes d'actualité? Alors la diversité, l'écologie, le numérique, le transhumanisme, la mondialisation, tiens, voilà un bon sujet. Il parlait de planétisation, lui, parce que le mot n'existait pas, mondialisation. Donc, comme ça, oui, les migrants, les immigrations, etc. Tout un tas de sujets très d'actualité sont pas traités forcément par Teilhard de Chardin directement, mais sa pensée nous éclaire beaucoup. Donc, c'est ça que j'ai essayé de faire. Donc, il est au fond. Voilà. Il est à côté de votre autre livre sur l'individualisme. Voilà, alors donc tout ce que je vous ai dit ce soir, c'est principalement un résumé de ce livre qui s'appelle L'individualisme hyper connecté, parce que voilà. Et le sous-titre, effectivement, vous l'aviez dit, Individualisme et technologie conduisent-ils au totalitarisme? Point d'interrogation. Je ne réponds, enfin, je donne des pistes pour aider à la réflexion sur ce sujet-là, que je vous ai un petit peu traduit ce soir. Alors, il nous reste un petit peu de temps pour les questions. Donc, le micro vous appartient. Il est un peu tard, je suis désolé, j'ai été un peu trop long. Un moment, vous avez postmodernisme et justement, un moment, vous avez parlé de postmodernisme et j'avais un ami qui m'en parlait aussi. Mais alors, j'ai un peu de mal à comprendre. En fait, est-ce que le postmodernisme, c'est le fait d'accepter qu'il n'y ait pas de vérité, comment dire, qui soit immuable, ou est-ce que c'est le fait d'avoir sa vérité? Parce que c'était peut-être pas très clair, j'ai pas vraiment. Oui. Ouais. Alors, déjà, ce concept de postmodernisme ne fait pas du tout l'unanimité chez les intellectuels. Il y a des définitions qui varient pas mal. Et moi, je pense, ma lecture, hein, c'est pas tellement accepter les X vérités, c'est poser en axiome qu'il ne peut pas exister de vérité. C'est un peu différent. Et tout ça, c'est dans la lignée du nivellement, ce que je disais tout à l'heure, toutes les opinions sont de même niveau. Et je cite une anecdote rapportée par Étienne Klein. Vous voyez qui c'est, Étienne Klein, le physicien super connu. Là. Bon. Dans une école, il est avec des mecs des gens de 4e, vous voyez, ou 3e, j'en sais rien. Il explique la relativité. Bon, c'est super ce qu'il fait, parce qu'il vulgarise super bien. Puis il y a un élève qui se lève et qui dit « Non, moi je ne le sens pas bien, votre idée de relativité. Là, je pense qu'Einstein, non, ça ne tient pas la route. » Ah bon, d'accord, voilà. Et le garçon était dans sa vérité et ne voulait pas considérer qu'il y avait
des vérités qui découlent d'un travail scientifique sur des années avec des démonstrations qui tiennent la route, et ceci ne peut pas être mis au même niveau que l'opinion d'un garçon de quatrième. Vous voyez, et c'est, si on refuse qu'il y ait des hiérarchies dans les vérités, ben, on n'arrive plus à dialoguer parce que forcément, tout est pareil à tout. Et deuxième conséquence, c'est qu'on ne croit plus en l'universalité de quoi que ce soit. Moi, je suis vraiment sûr que la démocratie, l'humanisme, les droits de l'homme, ce sont des choses universelles qui sont des bonnes choses et que petit à petit, toute l'humanité rejoindra ces idées-là, ces valeurs-là. Or, aujourd'hui, vous avez des gens, non, qui refusent absolument catégoriquement cette idée-là. Dans le postmodernisme, on ne veut pas d'universalisme. Voilà. Merci de bien parler dans le micro pour les personnes qui sont en Zoom, et parce qu'on est aussi en enregistrement. Dans le postmodernisme, on ne veut pas d'universalisme, mais est-ce que ça veut dire que quand même on peut accepter justement, parce que c'est vrai que si on dit universalisme, ça veut peut-être dire dogmatisme aussi. Alors après, c'est vrai que c'est vous avez entièrement raison et vous touchez un problème vraiment qui me paraît très central dans nos sociétés en ce moment. C'est ça, c'est que certes, on ne veut pas être dans la domination avec un certain nombre d'idées, pas de suprématie de l'Occident sur l'Afrique, par exemple, je dis n'importe quoi, d'un côté, mais de l'autre côté, on croit, enfin, je crois à un certain nombre de choses universelles, parce que je crois que la nature humaine est la même partout, qu'on soit un Africain, un Chinois ou un Français, on est tous fait pareil. Et donc, il arrive à cette difficulté d'arriver à faire passer l'universalité d'un certain nombre de valeurs sans nier ou dénigrer les cultures locales, les pensées locales. Et là encore, Teilhard de Chardin nous dit les choses prennent beaucoup de temps. On est dans l'adolescence de l'humanité. On se croit arrivé parce que y a la mondialisation, le numérique. Mais non, on est à peine sorti de l'enfance. Et c'est cette longueur de vue, si vous voulez, que je crois extrêmement importante pour résoudre toutes ces questions. C'est que ne cherchons pas à obliger, à proposer nos valeurs, même si on les croit universelles, notre religion, même si on la croit universelle à tous les peuples, ils viendront petit à petit. Mais il faut du temps pour que les choses progressivement se mettent en ligne. Bon, ce n'est pas une réponse très, très définitive. D'autres questions? Quand vous parliez de Wikipédia, moi je me souviens que j'étais au début du numérique en tant qu'enseignante et les gamins arrivaient en disant j'ai lu ça dans Wikipédia. Ou j'ai recopié. Voilà. Et on lui disait mais il faudrait peut-être apprendre à savoir si ce que tu as lu c'est juste ou pas. Exactement. Et à l'heure actuelle, quand vous dites que ça prend un certain nombre de temps, vous vous rendez compte que les gens n'ont plus beaucoup de livres dans leur main. Et tout à l'heure, je suis allée à la bibliothèque, par hasard, je prends un livre du Prince Ringuet. Le Prince Ringuet, oui. Louis le Prince Ringuet. Oui, c'est ça. Et je vous dis, et il parle de son époque. Le micro. Pardon. Et il parle des mêmes problèmes qu'on a aujourd'hui. Ben oui. Ben oui. Alors, quand vous dites qu'il faut du temps, oui, il faut du temps. Mais comment arriver à prendre le temps de discuter à tous ces gens
puissent pas, qui n'ont pas envie de se replonger dans ce qu'il y avait avant pour faire progresser. Oui, oui. Oui, oui. Là, c'est vraiment l'éducation au numérique. Hein. C'est un peu le sujet que vous touchez. L'éducation au numérique, ce n'est pas simplement apprendre aux enfants à servir d'une tablette pour faire leurs devoirs. C'est que dalle, ça. D'abord, ils ont besoin de personne pour apprendre à s'en servir. Ils comprennent tout seuls. Mais plus important, c'est ce que vous dites, c'est d'arriver à deux choses. D'une part, savoir bien se servir de Wikipédia, YouTube. C'est un outil magnifique. Moi, je l'utilise. Vous avez des conférences extrêmement passionnantes. Mais si c'est du YouTube à la chaîne, 2 minutes, et puis je zappe sur un autre truc, etc., ce qui rentre par une oreille ressort illico. Comment utiliser ces outils pour véritablement essayer de capter les contenus, les concepts, les idées clés, et pour pouvoir les articuler, les intégrer à un système qui est en fait le mien, mon système de pensée. Et ça, on ne sait pas véritablement l'enseigner, on ne sait pas tellement aider les gens à faire cela. On est très, très démunis face à ce problème-là. Mon secret espoir, ben, franchement, ça vaut ce que ça vaut, hein, c'est que petit à petit, on va le découvrir. C'est-à-dire, l'usage, on a un usage un peu frénétique, un peu idiot, quoi. Comme je disais, on court sur toutes les petites vidéos de YouTube, etc. Bon, ok. Mais je pense que l'usage pourrait progressivement s'améliorer dans le sens que vous dites. Et les livres, ben c'est ce qu'on a fait pour Teilhard de Chardin. Hein. On a fait là une petite vidéo. Il y a un petit livre, et puis après, quand les gens disent « Ah, mais c'est pas mal, tiens, j'ai vu un truc intéressant », ben après, ils vont peut-être aller scoltiner un vrai livre de Teilhard de Chardin ou sur Teilhard de Chardin qui rentrera vraiment dans le fond. Donc, il y a une progression étape par étape qui part du numérique et qui va jusqu'au contenu, le vrai, quoi. C'est pas facile. Je ne vous ai pas tellement convaincu, ni moi non plus. Hein. À plusieurs reprises, on avait parlé au niveau de l'écologie. Vous semblez craindre une dictature écologique. Quelles sont vos pistes, vos sentiments, ou à quoi vous le reliez peut-être actuellement ou, Disons que, si vous voulez, ce que j'analyse, c'est comment une certaine tranche des écologistes. Attention, oui, il ne faut pas mettre tout le monde dans le même sac hein, dans ce domaine-là. Je suis moi-même écologiste, au sens que j'ai écrit un livre là, enfin, au Centre Teilhard de Chardin, qui s'appelle « Vivre en écosystème étendu ». C'est de l'écologie intégrale, mais c'est de l'écologie. Part de la biosphère, les problématiques écologiques d'aujourd'hui, qui s'intéresse ensuite à l'infosphère, donc tout ce qui est le numérique et les entreprises, les échanges commerciaux au niveau économique. Et puis au-dessus, troisième niveau, c'est la noosphère, avec les relations entre les gens, avec les prises de conscience, avec l'intelligence et l'humanité au sens humanisme. Eh bien, il ne faut pas mettre tout dans le même paquet. Mais il existe une frange de l'écologie qui s'y prend mal. Parce que lorsqu'on va détruire une œuvre d'art, lorsqu'on occupe des zones illégalement, lorsque on agresse des gens à l'Assemblée nationale, ou lorsque on fait des manifs qui vont détruire des commerces, ça mène nulle part. Ça ne fait pas avancer le schmilblick. Pas du tout. Parce qu'en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est que ceux qui sont pas qui sont un peu tièdes par rapport à tout ça, se braquent contre, sont encore moins prêts à accepter des efforts dans le domaine écologique, et donc ils poussent les gens dans leurs extrêmes. Et je suis toujours dans cette idée qu'aujourd'hui, on polarise la société, et les écolos trop radicaux vont dans un sens trop fort d'un côté, ce qui
radicalise les autres dans l'autre sens. Et qu'est-ce qu'on fait là? Ben, tout est bloqué. Alors un jour, les écolos, mais cette fois-ci plus raisonnables ou politiques, vont dire, ben, attendez, vous voyez, la démocratie est incapable de gérer ces problèmes. Puisque rien n'avance. Ben oui, rien n'avance, puisque tout le monde se polarise, tout le monde se fait la guerre au lieu de travailler ensemble. Eh bien, la démocratie n'y arrivant pas, il faut mettre à la place une dictature. Allez voir dans certaines villes de France. Pas donner de nom, mais enfin, ils y sont allés fort. Et l'acceptation de la population n'est pas tellement prise en compte. Moi je ne suis pas contre qu'on ait des mesures fortes, mais il faut qu'il y ait une acceptation. Sinon, qu'est-ce qu'on fait? On fait encore plus de mécontents, de frustrés, de bonnets noirs, rouges, de gilets jaunes, etc. Et à la fin, le remède est pire que le mal, quoi. Oui, j'aurais beaucoup de choses à dire, j'imagine. Et des questions. Alors, très rapidement, je pense que vous prêtez beaucoup de noblesse à Jacques Chirac dans une présumée volonté de hauteur de vue. Il est juste là pour occuper la vacuité avec un langage qu'on connaît bien, Sciences Po, ENA, etc. Donc, je ne vais pas m'apesantir là-dessus. D'un point de vue sociologique, sur une première partie, il y en a quand même un qui a, mais on ne sait pas le lire, qui a pressenti des choses, pas surtout, mais Tocqueville, quand il parle d'individualisme, c'est pas moi, mon ego, mon bien-être personnel, mon nombril, c'est, comme je disais aux quelques-uns qui étaient forcés de m'écouter, qui faisaient semblant de m'écouter, c'est moi et mon petit univers. C'est ça. Les gens avec qui je fais un barbecue. Voilà, ouais. Ça c'est l'individualisme tocquevillien. Ouais. Alors je voulais vous dire que vous présupposez dans la partie sociologique que entre la société et l'individu, d'une certaine manière, il n'y a rien. Il y a une autre pente, il y a un autre risque. Je m'appuie là, j'ai pour Tocqueville, si je puis me permettre, c'est le communautarisme, c'est-à-dire ceux qui me ressemblent. Alors, vous y avez fait un peu allusion, la communauté. Alors, c'est pas tant des atomes dispersés que des atomes avec leur dépendance, leur communauté d'appartenance. C'est la montée des communautarismes. Ouais. Et puis des communautés, on emploie ça, ce qui n'a aucun rapport avec communion, je dis, d'un point de vue laïque ou d'un point de vue chrétien. Des communautés. Alors, on parle de la communauté des malentendants, de la communauté de ceux qui ont une jambe en moins, de la communauté des fans de machin, la communauté de l'islam version machin, etc. Donc, ça, c'est le risque entre l'individu atome et la société. Je peux dire un petit mot sur Tocqueville parce que je vous remercie de faire allusion. J'adore Tocqueville. Et il y a deux auteurs qui m'ont beaucoup influencé, c'est Tocqueville et Hannah Arendt. Parce que Tocqueville dit, nous sommes tellement à vouloir l'égalité qu'on est prêt à sacrifier notre liberté. Et il avait prédit que l'évolution vers le totalitarisme se ferait par l'individualisme. Et Hannah Arendt dit un peu la même chose. Il dit, mais l'individualiste s'occupe tellement de son barbecue et de ses petites affaires qu'il se désintéresse de la chose publique et de la politique, au sens noble du terme, et qu'à la fin, eh bien, le totalitarisme se met en place parce qu'il est apathique. Alors, dans le prolongement de la remarque sur le totalitarisme, il y a une autre pente possible, c'est l'aristocratie. Aristocratie en grec, c'est quelques-uns qui sont les meilleurs. Et ça, je crois que c'est un sentiment très communément partagé parmi les scientifiques, c'est ce que la planète irait beaucoup mieux si c'était le GIEC
qui organisait un gouvernement mondial. C'est vrai, c'est une pente qui me paraît extrêmement dangereuse, très séduisante, parce que, bon, au moins, ça ne sera pas des cons qui seront au pouvoir, gna, gna, gna. Mais alors, ça pose la question de la démocratie. Eh oui, et voilà. Et vous avez lu Harari, parce que Harari, avec son best-seller Homo Deus, etc., il décrit très bien ce type de modèle de société. Pour lui, il y aurait l'élite, ce ne serait pas le GIEC, ce serait les grands gourous du numérique, les patrons des GAFAM, en dessous, les systèmes d'intelligence artificielle qui sont aux ordres et qui gèrent la planète. Et là, on va éradiquer la pauvreté, sauver la planète dans les problèmes écolos, faire tout bien. Et puis en dessous, la masse, c'est-à-dire nous. Allez. Bah, écoutez, allez jouer dans votre parc à jeux là-bas et puis terminez, quoi. Voilà. Alors, c'est écrit dans le livre d'Harari. Je pense qu'il y a aussi, enfin, je contesterai la vision de l'individu. L'individu, vous laissez entendre, mais vous allez dire que non, que l'humanité errait avec des âmes en peine qui, depuis des siècles, se disaient mais est-ce qu'un jour j'aurai le droit de choisir mon café en rapport avec ma personnalité? Et enfin est apparu le Messie Nespresso et son prophète George Clooney. Super. C'est précisément comme une vision erronée de l'individu. L'individu est aussi façonné, manipulé, conditionné par la société de consommation. Et donc, on lui fait croire qu'il avait ce désir latent depuis toujours, et qu'enfin on accède à la réalisation de son désir, mais c'est une duperie colossale, quoi. Autre chose, ce qui montre encore une fois le côté systémique des choses. On voit que là, il y a une boucle très intéressante qui est décrite, hein, et j'en ai parlé d'autres, hein, la spirale, etc. Enfin bon, il y a plein de cas où on voit que les choses interagissent les unes avec les autres, et la pensée complexe, ou systémique si vous préférez, nous oblige, nous apprend à essayer de mieux voir les différents facteurs et voir les relations bouclantes entre ces facteurs. C'est très riche. Dernière chose, je crois que c'est en 1949, ça doit être France Observateur, fait paraître un sondage déjà à l'époque, donc on sort de la guerre, et on demande aux gens, pour vous, c'est quoi le bonheur, c'est quoi l'idéal, etc. Et on leur propose un certain nombre d'items, comme aujourd'hui, la santé, la richesse, et il y avait la liberté. Du compte, c'est la santé qui est arrivée en tête, voilà. Et la liberté a recueilli même pas 1%. On sortait de la Seconde Guerre mondiale et des combattants pour la liberté. Et Albert Camus, voilà un autre qui ne manque pas de lucidité. Pourrait parler de l'homme révolté. Eh ben, désormais, un jour, notre devise sera servitude et santé. Voilà. Et ça prend une résonance incroyable vu ce que nous venons de traverser. Exactement. Moi, je pense que là aussi, je pense que c'est une erreur de concevoir l'individu, les individus en quête absolue de liberté. Malheureusement, je pense qu'ils sont en quête de servitude volontaire. Et quand on voit le désarroi d'un élève, quand il s'agit de choisir une orientation, je prétends, je vais me faire des amis, que tout ce qui est conseiller d'orientation, ONICEP, leur fournir un maximum d'informations, ça les angoisse, ça ne les aide pas. Ils préféreraient, je ne dis pas qu'ils ont raison, qu'on les prenne par la main en disant c'est ça qu'il faut pour toi, ça va bien avec ta personnalité, etc. Donc nous sommes tous, comme le disait la Boétie, des amateurs de servitude volontaire. La liberté, ça coûte trop cher, ça se paye de la responsabilité. Eh ouais. Bon, je ne ferai pas de commentaires. Ah oui, j'avais une question quand même. Elle était courte. Et l'incarnation là-dedans. En 3 secondes, c'est ça? Alors,
Alors oui, effectivement, je pense que c'est pas mal de conclure de cette manière-là. Hein. J'en avais encore une autre. Ah bah, posez votre question alors. Je disais que pécher par optimisme est facilement pardonné aussi. Il y a des experts qui eux-mêmes disent qu'ils sont dépassés par la rapidité d'évolution de ces techniques et notamment de l'intelligence artificielle. Deux exemples. En termes d'agents conversationnels, ils repèrent les émotions des personnes. Ils peuvent de plus en plus remplacer des personnes de compagnie auprès d'enfants, auprès de personnes âgées. Voilà, c'est une perspective qui va au-delà peut-être de ce qu'on a pu comprendre dans l'exposé. Et puis l'autre, j'ai souvenir, c'était à la radio, on demandait à un robot, donnez-moi les repères éthiques qu'on peut demander à une intelligence artificielle en 20 lignes. Et dans les 3 secondes, le robot a sorti. Donc ça prouve un pouvoir d'abstraction, juste pour dire que les choses progressent à une vitesse extraordinaire qui semble même dépasser les experts. Et au fond, par rapport à votre perspective assez optimiste thégardienne, est-ce qu'on n'a pas l'impression aussi de courir, nous, après la technologie? D'accord. Qu'elle nous devance. Bon, eh ben c'est très bien. On a 2 minutes pour 2 questions. Pour ce qui est de l'intelligence artificielle, on peut reproduire beaucoup de choses. Mais est-ce que le robot comprend ou ressent ce qu'il a dit, exprimé ou... Voilà. Donc c'est la question. Imaginez que vous avez un robot qui pleure, bon, vraiment, est-ce que vous allez vous apitoyer vraiment devant lui? Oui, sans doute, parce que oui, ça ressemble vraiment. Mais est-ce qu'il souffre vraiment? Non, en fait, il ne souffre pas. S'il vous dit des choses intelligentes sur l'éthique, etc., il peut faire des liens entre des choses, effectivement. Et tout à l'heure, je prenais l'exemple du mélanome, etc., mais il n'a aucune compréhension de ce que c'est qu'un mélanome. Donc, vous voyez, c'est pas parce qu'on corrèle les choses qu'on comprend les choses. Alors, à partir de là, je pense que on ne peut pas dire abstraction. Je suis d'accord avec tout ce que vous avez dit, mais le mot abstraction, je ne l'emploierai pas. Parce que on n'a jamais vu de robot, de système abstraire, au sens que nous pouvons abstraire un concept d'un certain nombre de choses, etc. Donc c'est très délicat, et là, ça demanderait une conférence complète sur ce sujet, parce que moi, personnellement, je n'y crois pas. Ce n'est pas parce que quelque chose reproduit qu'il a au fond de lui quelque chose. Notre expérience qui fait qu'on est ému ou qu'on souffre, c'est pas parce qu'on a un réseau de neurones dans la tête, c'est parce qu'on a un corps. Voilà. Et ça va me faire... J'ai trouvé. J'ai trouvé. Le corps, et ce n'est pas seulement dans la pensée chrétienne que le corps est inséparable de l'esprit et de l'âme. C'est qu'aujourd'hui, les scientifiques, les neuroscientifiques, comprennent aujourd'hui, 2022, que le corps est aussi important que le cerveau, et que le corps et le cerveau sont reliés d'une manière extrêmement complexe, au sens qu'il y a beaucoup de types de liens, beaucoup de boucles. Encore une fois, cette pensée complexe, c'est très difficile, mais il faut s'y efforcer, parce qu'une personne ne se construit pas avec son cerveau uniquement, mais avec ses yeux, avec ses oreilles, avec tous les stimuli qui viennent à travers tout le corps est un capteur.
Et la personne que je suis là, à cette heure-ci, à 22 heures, mais je ne suis pas le même que j'étais juste avant que vous posiez votre question. Donc, la complexité, dans le sens scientifique du terme, de la personne humaine dans sa relation à l'autre, dans sa relation à l'environnement, à travers l'ensemble de son corps, intra et avec l'autre, donne une complexité que tous nos meilleurs ingénieurs en intelligence artificielle ne sont absolument pas capables même de commencer à imaginer le début d'une reproduction ou d'une solution. Voilà. Voilà comment je répondrai pour la première fois. L'incarnation, justement, je vais revenir à Teilhard de Chardin, parce que Teilhard de Chardin n'est pas qu'un scientifique, il est un scientifique, il a étudié l'évolution, les fossiles, et pour ça, il a été reconnu comme un très grand scientifique, très connu au milieu du siècle dernier. Mais pour lui, cette noosphère, tout ça, c'est bien, c'est une construction intellectuelle qui part du Big Bang, et puis l'évolution, les fossiles, gna gna gna, qui arrivent à la pensée réfléchie, les humains, et à la conscience. Et la conscience collective, la noosphère. Mais tout ça, pourquoi? Et c'est là qu'il répond, parce que Dieu s'est incarné en Jésus-Christ, qui est le point récapitulateur de toute cette noosphère, ce qu'il appelle le point oméga, alpha, oméga. Bon, alpha, le Big Bang, pour simplifier, oméga, le Christ. Et donc, l'incarnation donne au Christ la possibilité d'être humain et Dieu, et de récapituler l'ensemble de la création pour la conduire à Dieu. Donc voilà comment je répondrai à la question, mais là encore, en une minute, je ne suis pas sûr de vous avoir satisfait, évidemment, dans ma réponse. Merci. Merci beaucoup. Voilà, vous avez dit les 22 heures. Je pense qu'on va conclure en vous remerciant d'abord pour cette belle soirée partagée et votre participation. Rappelez donc les 2 ouvrages en vente, éventuellement dédicacés pour ceux qui le souhaitent. Rappelez aussi la possibilité pour des connaissances de pouvoir réécouter cette conférence en replay sur le site du centre. Et puis vous annoncez donc la prochaine conférence qui sera donnée par Olivier Abel sur le thème de l'humiliation. Alors on a déjà évoqué ce soir les déceptions de la démocratie dans notre contexte d'individualisme et d'évolution, comme ça a été précisé. On a évoqué Tocqueville, qui lui-même avait également déjà pressenti la survenue du ressentiment dans notre société par cette conception généralisée, ressentiment qui génère une humiliation qui se diffuse dans notre société. Alors, cette conférence sera assurée en partenariat avec le Conseil presbytéral de Mulhouse et donc ne sera pas faite ici, mais au Temple Saint-Jean avec les pasteurs. Voilà, cette conférence aura lieu donc le 6 décembre à 20h, toujours. Et donc le titre, c'est le titre d'ailleurs de l'ouvrage, le dernier ouvrage d'Olivier Abel. Je pense que tout le monde connaît au moins de nom. Il est un professeur d'éthique à la faculté de théologie protestante de Montpellier, président d'honneur du Fonds Ricoeur, dont il était l'élève. Donc, l'humiliation, le nouveau poison de notre société. Je crois que c'est très d'actualité et dans le droit fil de ce qui vient d'être énoncé pour pointer comme ça ce qui mine nos liens sociaux avant qu'on puisse, pour les conférences suivantes, s'ouvrir à des points plus positifs et des ouvertures pour reconstruire ces liens. Voilà. Encore merci pour votre présence et votre participation. Bonne soirée encore, bonne rentrée et donc à la prochaine.
Mardi. Mardi. Donc, je vous signale aussi que mardi prochain, au centre, à la maison Löwenfels, on vous propose une soirée débat sur les questions de fin de vie. Et donc, ce sera mardi 15 à 20h.